Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 29 avril 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu crypto, du XRP et pour terminer un peu de guématrie, on parlera de ETF et de liens entre le pape et aussi la troisième guerre mondiale et on parlera un petit peu de Trump. On commence directement par la situation du marché. Comme je vous avais dit un petit peu, alors c'est un peu mitigé, on a quelques coins qui pump comme dans l'AI virtual par exemple. On a aussi Monero, on va regarder. Voilà, Monero qui cartonne bien actuellement, mais la plupart des ISO, c'est plutôt à la baisse, comme je vous avais dit. Je vous avais annoncé que cette semaine, les énergies, on est passé de nouvelles lunes et que logiquement, pendant quelques jours, au moins jusqu'au 7 mai, on va avoir plutôt une tendance baissière. Voilà. On va regarder juste le Fear and Greed. Crypto, on est à 60. Ça n'a pas trop bougé depuis 2-3 jours. Au niveau de la phase comme lunaire, comme je vous ai dit, on est au début de la nouvelle lune et généralement 8 fois sur 10 c'est plutôt bearish. Donc là on est ici 27 avril et le 4 mai on sera dans le premier quart de lune. Voilà, donc il faut de toute façon attendre, je pense à partir du 7 mai et en plus de ça, je pense que vous savez que le 7 mai, on va regarder ça tout de suite, le 7 mai, le 6 et 7 mai, vous avez la Fed qui va parler, il y a un FOMC, donc on va suivre ça attentivement pour voir. Je pense que c'est plutôt, je pense logiquement ce serait plutôt positif, à moins qu'il fasse justement cracher le marché ce jour-là avec une annonce dégueulasse, on verra. Mais moi je pense que le flash crash sera juste avant et ensuite on aura peut-être une annonce positive. En tout cas, on va voir ça. On regarde juste. Vous voyez, comme vous voyez ici, donc ça a pompé et là on voit que ça commence déjà un petit peu à freiner et je pense que ça va légèrement descendre puisque c'est les phases lunaires et solaires qui règnent sur le marché. On continue avec la dominance du BTC et on est à 64,36 perso. Je pense que ça va pomper, ça va continuer à pomper. On va pas tarder à arriver à 66 à mon avis début juin. On va commencer par l'actualité et on va parler de l'actualité générale. On a Ledger Live qui permet des rendements de staking en fait directement à partir de l'autogarde avec une nouvelle intégration Kin. Et en fait on peut donc maintenant tout simplement mettre en staking des USDC, USDT, USDS et DAI pour passer sans passer par des processus complexes. Donc maintenant ça va être directement sur l'autogarde. Et au niveau des rendements, bah, c'est quand même pas mal, hein. Ça peut aller de 5 à 10% en fonction des stablecoins. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre au niveau sécurité, c'est toujours un peu chaud, toujours un petit peu, enfin on va voir, mais ça peut quand même être un petit peu dangereux si jamais ça se fait, l'autogarde se fait en fait hacker. On continue, et là je pense que vous en avez entendu parler, le blackout géant en Espagne, au Portugal, et jusqu'en France, je crois que c'est un petit peu dans le sud. Euh, voilà, donc ça a frappé bon, pas mal d'infrastructures, ça a vraiment ralenti au niveau de tout ce qui est transport. Métro, tout ça, c'était mort, c'était fini. Euh, voilà, personnellement, je vais vous dire mon avis, c'est juste un test. Ça, c'est juste le test. Ils sont en train de tester, voir la réaction des gens. Et pour moi, c'est juste un test. Alors, bien sûr, ils vont vous dire qu'ils ne savent pas d'où ça vient, évidemment. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et ça serait, selon eux, des oscillations, voilà, c'est marqué ici, accompagnées de fortes oscillations du réseau. Donc, en fait, ils donnent on va dire, une cause neutre où on peut pas taper dessus, une cause neutre. Là, c'est pas des éruptions solaires ou une cyberattaque. Non, là, c'est à cause des fortes oscillations du réseau électrique par rapport aux températures, etc. Donc, ils vont vous dire que c'est peut-être à cause du climat, etc. Voilà, pour moi, à 100%, c'est un test. On continue.
pour l'actu générale, juste, j'ai trouvé ça assez marrant, Axelar, le logo, et regardez, c'est vrai que j'avais même pas fait attention, mais le logo de Axelar, c'est exactement la même chose que XRP, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ce qui est au-dessus et en dessous, vous voyez, as below, as above, c'est-à-dire que c'est un X audacieux et percutant avec des lignes épurées et symétriques, voilà, dégageant. Donc en fait, on voit qu'il y a encore ce X qui est dans cette crypto-monnaie. Continue juste pour Hedera, on a PWC qui et Hgraph association qui en fait s'associe pour bâtir avec confiance et transparence une transformation, c'est-à-dire qu'en fait ça va permettre avec une identité numérique de se conformer au ESG pour les entreprises et grâce sur le réseau en fait Hgraph. Voilà, donc ça c'est perso. Je vous le dis, moi pour moi ESG c'est de la fuite totale, mais bon, voilà, ils vont mettre ça en place et du coup, eh bien c'est Hgraph qui va vraiment en profiter parce qu'ils sont à fond sur tout ce qui est crédit carbone, tout ce qui est sur les empreintes carbone, etc. Donc là, il y a vraiment Hgraph va permettre cette conformité et il faut savoir que PwC est assez connu, alors on va lire un petit peu ce qu'ils mettent. Cette collaboration réunit le réseau mondial de conseils de PwC avec Hedera. Notre travail se concentre sur la résolution des défis pratiques en matière de durabilité, de chaîne d'approvisionnement et de confiance numérique. Cette alliance est devenue visible lors du Forum économique de Davos en 2025, en janvier 2025. Bon, quand vous voyez le conseil d'administration de Hedera, vous comprenez bien qu'il y a toutes les lobbies qui sont dans le conseil d'administration et évidemment ils sont liés à Davos. Voilà, donc l'objectif est de connecter l'infrastructure DLT prête à la réglementation aux besoins réels des entreprises. Donc en fait c'est juste de tokeniser, c'est-à-dire de faire rentrer sur la blockchain en fait les conformités ESG pour les entreprises, tout simplement. Voilà, alors moi je suis pas du tout, pour moi c'est de la flûte totale, mais bon, on s'en fout, on a investi, voilà, on prendra les gains et puis voilà. On continue. On a l'Assemblée législative de l'Arizona qui adopte des factures de réserve Bitcoin se rapprochant du stockage de crypto. Donc il y a encore des évolutions et ça va être de plus en plus d'États qui vont se mettre justement sur cette longueur d'onde pour avoir soit des réserves stratégiques de Bitcoin et des projets de loi pour justement légitimer de plus en plus la crypto, que ce soit dans les paiements, etc. Ça, je voulais juste vous le montrer parce que c'est assez intéressant. Je peux vous laisser le lien. C'est AllMap Online et je vous invite vraiment à regarder parce que ça, c'est des cartes en fait qui ont été, c'est des cartes réelles en fait, qui sont pas des cartes numériques, c'est des cartes réelles. Et vous pouvez voir, aller fouiller sur les années en fait 18e siècle, 17e, 16e, etc. Vous pouvez fouiller et vous verrez qu'il y a des choses quand même, rien que pour la France, vous verrez qu'il y a des choses quand même qui sont pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on a appris à l'école en tout cas. On continue, on a Tether qui possède maintenant 7,7 comme par hasard 77 tonnes d'or pour backer son token XOUT. En tout cas, c'est soutenu, c'est backé par de l'or physique qui est détenu en Suisse, donc qui doit être agréé LMBA. Voilà, donc c'est en tout cas c'est bien parce que pour une fois, en tout cas, Tether back sur quelque chose parce que son USDT je crois pas qu'il soit backé sur des choses réelles là, et vous voyez justement ici on voit la LBMA. Voilà, on continue. On a Nike, alors je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait en fait un espèce de NFT et puis après ils ont annulé en fait ce projet et donc là il y a eu un recours collectif et il y a 5 millions de recours collectifs sur la fermeture du bras NFT RTFKT. Voilà, donc là ils se sont tous mis collectivement et ils demandent 5 millions de dommages et intérêts après fermeture de la filiale NFT de la société RTFK en janvier. Donc on va voir si ça passe ou pas.
Juste au niveau des relâchements de tokens, on a, attention, on a SUI, vous savez que SUI a bien pompé, on a Omni et ENA, mais surtout on a SUI, donc attention, peut-être à une chute par la suite. On continue, et ici on a un projet crypto qui est en fait en Suisse. Alors j'arrive pas à le traduire, mais en résumé, qui prépare à une bataille pour en fait la surveillance en fait tout simplement des réseaux sociaux avec les VPN et les messages codés sur les applications, et en fait il y a une espèce de bataille juridique pour savoir si les projets crypto sont à risque aussi de ce côté-là. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a peut-être Telegram qui va sauter en France. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes sur mon Telegram, de vraiment vous mettre sur le Discord, parce que en fait, il se peut que Telegram parte pour garder en fait parce qu'en fait, il y a la France qui demande les backdoors pour avoir accès à tout, et à ce moment-là, Telegram ne veut pas, parce que ça rentre plus dans l'éthique justement où c'est crypté, et du coup, eh bien il se peut que Telegram en fait se barre de la France, et à ce moment-là, ben, on n'aura plus Telegram. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur en tout cas le Discord. On va juste terminer. Alors là, c'est vraiment, je pense, la plus grosse nouvelle de la semaine pour moi. C'est Mastercard qui intègre les réseaux, les stablecoins dans son réseau de paiement mondial. C'est-à-dire qu'on pourra payer avec les stablecoins directement. Ils pourront dépenser dans les commerces, entre autres. Et aussi, la société s'associe également à l'échange de crypto OKX pour émettre une carte de paiement. Mais là, c'est vraiment énorme parce que ça ouvre la voie, déjà une voie royale pour les stablecoins. Ça, je pense que c'est bon pour le stablecoin de Ripple. Et on sait déjà qu'il y a des liens entre Mastercard et de toute façon Ripple, même Stellar. Voilà, donc là c'est vraiment très intéressant parce que ça va encore plus démocratiser en fait l'entrée des stablecoins dans le monde des paiements. Et ça, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ça, par rapport à Tailcoin. Il faut savoir que Rajesh Sabari, qui en fait est le directeur commercial chez Tailcoin, qui en fait était aussi le directeur commercial de distribution de partenariats numériques chez Mastercard. Il était senior principal à Mastercard. Donc je pense que c'est pas un hasard en fait. Et là, comme par hasard, maintenant il est chez Tailcoin. Et vous savez que Tailcoin maintenant est une banque numérique. Donc pensez bien qu'il va y avoir, à mon avis, une grosse passerelle avec Tailcoin. Voyez, et donc là on voit, il est directeur commercial et chef compliance officier. Donc, vous voyez, chef compliance officier chez Tailcoin. Donc, et il a travaillé chez Mastercard. Donc comme passerelle, franchement, il y a pas mieux. Voilà. Donc je pense que ça a été, c'est pas fait, c'est pas du hasard. Ça a été fait. C'est comme Ripple, c'est la même chose avec leur connexion avec que ça soit la trésorerie américaine, le gouvernement, etc. Voilà. J'ai presque terminé. Avant de vous parler du XRP, je refais un peu de publicité sur Trade Republic. Pourquoi? Parce que quand je suis parti au Paraguay, en fait, j'ai fait un peu des tests. J'ai pris la carte et en fait, j'ai pas eu de frais. Quand j'ai payé, j'ai pas eu de frais en fait de compte à l'étranger, et en plus j'ai des cashbacks en fait à chaque fois que je prends la carte et que je paye, j'ai un montant de cashback. Alors c'est pas énorme. C'est limité à 15-20 euros de cashback, et puis un autre où vous avez un petit pourcentage aussi, mais c'est toujours intéressant. Avec ce cashback, j'achète des actions à dividendes et c'est toujours assez intéressant, mais surtout il n'y a pas de frais parce que j'ai essayé avec une carte Visa que j'ai d'une banque française et j'ai eu tout de suite, je me suis fait massacrer sur
sur en fait tout simplement un paiement à l'étranger. Ils m'ont taxé en fait ce paiement. Donc c'est quand même assez intéressant pour les gens qui voyagent. Bien sûr, il y a plein de choses. Vous avez le plan d'épargne où vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Si c'est programmé, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais il n'y a pas de frais en fait par rapport à une banque classique. Vous n'avez pas de frais. Et puis aussi, vous avez sur votre compte, ils vous rémunèrent. Alors c'est pas énorme, hein, c'est maintenant comme c'est ça a descendu, je crois que c'est 2,25 qui vous rémunère chaque mois sur ce que vous avez sur votre compte espèce, mais c'est toujours mieux que rien. En plus, c'est chaque mois, c'est quand même mieux que sur une banque traditionnelle où c'est annuel. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Je vous rappelle que vous avez un lien en bas de la vidéo, vous pouvez même gagner une fraction d'action. Généralement, c'est 20-25 euros de fraction d'action sur une action avec le lien qui est en bas. En tout cas, j'étais très content d'avoir cette carte. J'ai presque terminé, on va parler juste maintenant de Ripple. Et là, on a XRP qui est sur le point de repasser en fait devant Tether au niveau des positions et qui en fait passerait troisième au niveau de capitalisation boursière. Donc on va voir ça. Je pense que de toute façon, on le sait, ça va arriver. Et même, je pense que peut-être que Ethereum prendra un coup, pas tout de suite, hein, mais je pense en 2026. On a Ripple qui fait une publicité en fait tout simplement sur l'Apex qui cette année se déroule à Singapour et c'est le 10 et le 12 juin. Notez en gematrie, vous avez votre 21 et votre 1, le 211. 211, on sait que c'est lié entre autres au pape et aussi aux jésuites. Et aussi vous avez le 12 à l'envers, c'est 21, c'est tout simplement Saturne. Voilà, donc en fait ils parlent un petit peu, ils vont parler un petit peu de stablecoin. Il va y avoir, je pense, pas mal d'évolutions. Ils vont nous lâcher quelques petites pépites intéressantes. Donc je pense qu'il y aura d'autres innovations. Là déjà ils vont nous parler des stablecoins, des frameworks au Japon pour la tokenisation, et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes à regarder. La feuille de route défi et la conformité défi bien sûr, qui actuellement c'est vraiment le narratif. Donc on va voir ça, mais il y aura des choses intéressantes pour ça, c'est bientôt, hein, c'est à partir du 10 juin. Quelque chose que je peux vous montrer, enfin je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, mais au Forum économique, ça date de 2021, mais il y avait en fait un guide sur la crypto-monnaie, et en fait il vous met quand même, alors bien sûr il vous parle de Bitcoin et d'Ethereum, mais il y a quand même, on va regarder ça, ça doit être bientôt. Il parle des consommations, de l'énergie, de la gouvernance, et il vous parle de la scalabilité des crypto-monnaies qui selon eux sont les meilleures pour le forum économique mondial. Et c'est Algorand, Cardano, Celo, XRPL, Solana et Stellar. Donc si vous êtes sur ces coins, logiquement vous êtes bien. Même si Celo me paraît un petit peu plus risqué que les autres. En tout cas les autres, j'ai aucun problème de confiance. Celui que j'aurais le moins confiance, c'est Celo et Solana. Alors ici on a la présidente de Ripple qui confirme que il n'y a pas l'intention de rendre public l'IPO en fait, c'est-à-dire l'entrée en bourse pour 2025, donc ça ne sera pas pour 2025. On va voir après quand est-ce que ça. Moi je pense que ça sera pour 2026. Il faut déjà que de toute façon le process se termine. Il ne peut pas y avoir vraiment d'IPO tant qu'en fait c'est pas réglé de ce côté-là. On va voir ça. Je vous rappelle que vous pouvez acheter les actions Ripple. Il y a possibilité de le faire. Et je pense que c'est assez intéressant encore de se positionner dessus, mais entre acheter des actions Ripple et d'acheter le XRP, pour moi il n'y a pas photo. C'est plus intéressant d'acheter le XRP, surtout à 2 $. Le XRP devient le altcoin le plus échangé au Japon, surpassant Ethereum.
Ethereum. Ici, il y a eu de l'échange US Coinbase avec 69 millions, mais en fait, on ne sait pas exactement où c'est parti. Voilà, c'était sur des portefeuilles anonymes. Alors, on a bien sûr actuellement le narratif des ETF, puisque le premier ETF sera le 30 avril, les XRP futurs le 30 avril. Voilà, donc c'est des bonnes nouvelles, mais moi je vous dis juste de vous méfier. Pourquoi? Si vous vous rappelez, l'ETF Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la date du premier ETF Bitcoin? Eh bien, il s'est pris 30% le BTC dans la tronche, il a craché. Donc, je vous dis, méfiez-vous entre tout simplement ce qui est annoncé. Je pense que c'est déjà pricé le prix, donc attention. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que effectivement, mais généralement c'est déjà pricé et en fait c'est buy the rumor et sell the news, donc attention, voilà, attention, je vous dis attention à ce battage médiatique sur les ETF. Juste vous faire un tout petit compte rendu sur Doppler Finance, vous savez, qui est dans la DeFi, où vous allez toucher, en fait, on vous donne des XRP, donc vous voyez le rendement il est à peu près de 3 à 4,5%. Donc je vais être complètement transparent avec vous, j'ai mis 600 XRP dessus. J'ai mis exactement la même somme que sur Magnétique, où là je suis sur un AMM de liquidité, un pool de liquidité. Et alors je vais être transparent, 600, ça j'ai calculé par mois, j'ai attendu en fait. Par semaine, ça me ramène, que je vous dis pas de bêtises, ça me ramène 1 XRP par semaine. En ayant positionné 600 XRP, ça me ramène 1 XRP par semaine, donc 4 XRP par mois. C'est vraiment pas énorme. Après, tout dépend le prix du XRP, mais actuellement, c'est pas énorme, puisque en réalité, ça me fait 4 XRP par mois, ça fait 8 euros par mois. On est en déposé 1200, bon, c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas énorme. Par contre, je pense qu'il va y avoir des récompenses puisqu'on est dans les premiers et il y a un espèce d'airdrop. Vous pouvez toucher en fait des points. Vous pouvez avoir des points ici, pas mal de points, et je pense que ça, on va avoir des récompenses dessus. Mais effectivement, je suis un petit peu, alors c'est pas déçu parce que c'est les tarifs, c'est 3-4%, alors que sur l'autre je suis à 30%. Donc sur l'AMM en fait c'est simple, j'ai mis 600 XRP. Alors par contre en collatéral j'ai mis 600 dollars de mag. Non, je vous dis pas de bêtises, j'ai mis oui, j'ai mis la même chose en fait en mag, et là ça me ramène en fait tout simplement, que je vous dis pas de bêtises, ça me rappelle 1 dollar par jour, ce qui fait 30 dollars par mois, donc ça correspondrait à peu près à 15 XRP pour la même somme. Donc il y en a un où je gagne 4 XRP par mois et l'autre me ramène 15 XRP par... donc il n'y a pas photo, mais c'est bien de se diversifier. Et là je vais jouer sur les points qui, je pense, vont ramener des rewards, puisqu'en fait on est dans les premiers et il y a un airdrop. Voilà. Et puis c'est bien aussi de se diversifier, et puis de voir un petit peu, de voir un petit peu comment ça se passe, le fonctionnement. Après on peut retirer, hein, ça me met quelques jours à récupérer ces billes de toute façon. J'ai presque terminé, donc on a un ProShare qui lance 3 prochains XRP futurs, donc ça n'arrête pas. En tout cas c'est tout bon pour la suite, puisqu'il y a quand même de l'argent qui va rentrer. C'est pour ça que je vous dis, ne vendez pas, enfin je ne suis pas conseiller en investissement, mais ne vendez pas tous vos XRP. Bien sûr on peut prendre des profits, mais gardez-en, parce que le prix, à mon avis, dans plusieurs mois va flamber. Ici il y a des experts qui projettent qu'il y aura 100 billions de capital d'entrée dans les XRP futurs après, le lancement. Donc 100 milliards, c'est quand même pas mal, c'est pas rien. Voilà.
Écoutez, j'ai terminé. On va juste maintenant faire un tout petit peu de gamatrie. Et on va commencer directement par ça. On va parler des ETF. Vous savez, vous avez la date ici de l'ETF Bitcoin qui a été lancé. Je vous rappelle qu'après les ETF, ça a bien craché. Le 10 janvier 2024. Donc ça a été la SEC qui a légiféré en fait. Donc le 10 janvier 2024. Donc ici, en gamatrie, vous avez vu, j'ai mis là ici le 10 janvier 2024. Et la date de l'ETF XRP, parce que ça m'intéressait en fait de savoir tout simplement de faire un rapport entre les deux. Ici, vous avez le 30 avril 2025. Et regardez sur quoi on tombe. Sur 1 an et 111 jours. Et le 111 est très important. On a déjà vu ce que c'était un petit peu que le 111, même les liens par rapport au pape. C'était assez flagrant avec le 111. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose par rapport justement au pape. Il est décédé le 21 avril. Et regardez, c'était le 111e jour de l'année. Donc, et là, si vous enlevez le Include End Date entre l'ETF du BTC ici et la date de la mort du pape, vous avez, là, c'est pas 111 jours, c'est 101 jours. Donc, vous avez encore votre 111 qui est là. C'est complètement lié, le pape et la crypto, c'est lié. C'est comme le pape et la guerre, on verra après, c'est lié aussi. Voilà, j'ai presque fini. Juste, on va retourner sur la date. Voilà, ici vous avez la date, donc c'est le 10 janvier. Maintenant, regardez ce qui est marqué. Logiquement, c'était marqué quelque part. Et là, regardez, un échange record de 111 milliards de dollars en mars 2024. Vous avez encore votre 111. Donc si vous ne comprenez pas que vous vivez dans un programme, c'est hallucinant. Ici, vous avez votre 12 milliards. Pourquoi 12 milliards? Parce que c'est Saturne 21. Je vous rappelle que la supply de Bitcoin, c'est 21 milliards. C'est pas pour rien. Maintenant, il y a une chose intéressante, c'est que en fait, ça a été... Alors, je ne sais pas si c'est mis ici. Voilà, regardez. Donc, on a le 10 janvier 2024. Donc on a le feu vert et qui ont été lancés le lendemain. Donc quelle date? Et ben, le lendemain du 10 janvier, c'est le 11 janvier. Et on va retourner sur les dates. Et là, le 11 janvier 2024. Et là, vous avez quoi? Vous avez votre 111 encore. Vous avez votre 111. Donc vous voyez, c'est hallucinant. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler encore de quelque chose qui est un petit peu moins marrant d'ailleurs. On a en 1914 le pape qui est mort, c'est le pape, je pense que c'est Pie X qui est décédé le 2 août 1914. Et comme vous le savez, le 2 août 1914, c'était le début de la Première Guerre mondiale. Pie XI, on a Pie XI ici qui est mort le 10 février 1939. Et bien sûr, 39-45, c'est la première, c'est la deuxième guerre mondiale et c'est la première année de la guerre. Vous avez juste avant les guerres, vous avez en fait à chaque fois le pape qui décède et un suivant qui se met en position. Donc là, évidemment, le 21 avril 2025, vous avez quoi? Vous avez le pape qui est décédé. Devinez qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse mettre en commentaire. Je pense que vous avez compris. J'ai presque terminé. Ce que je vous propose de faire un tout petit peu de gamatrie. Et là, bien sûr, je vous ai parlé du 111 tout à l'heure. Et si je tape Giorgio Mario Bergoglio, et ben vous avez votre 111 en réduction et en single réduction. Vous avez aussi votre 111. Moi, ce que je propose, c'est qu'on tape Pop Francis. Voilà.
Et là, regardez, le 47, on en a parlé, hein, du 47, on en a beaucoup parlé. Ah non, attendez, petite erreur. C'est Pope Francis, pardon. Mais je vous montrerai quelque chose après avec... on va enlever celui-là. Voilà, Pope Francis, on regarde Find Match, pour l'instant, il n'y a rien. Et là, je propose qu'on tape, puisqu'il est décédé, World War Free, c'est comme ça que c'est écrit, 3e guerre mondiale. Hop, ici, on va voir s'il y a un lien. Find Match, pour l'instant, il n'y a rien. Et je propose qu'on tape mort du pape. Voilà, regardez, bingo. Vous avez encore votre 111 ici. On va regarder s'il y a un match. Find Match, mort du pape, Giorgio Mario. Vous voyez, c'est logique, c'est lui, c'est mort. Et World War Free. Vous voyez, il y a un lien, Pope Francis, bon, logique, c'est la même personne. Donc, vous voyez bien que tout est connecté. Ensuite, je propose quand même qu'on regarde les belligérants pour voir. Donc, j'ai mis Russie pour voir. Je propose qu'on mette Europe, parce que c'est surtout eux qui vont prendre cher. Et China. Ok. Et peut-être États-Unis. States. Non, attendez. United of... Ok. On va faire Find Match, United Find Match, Russia, Death of Pape. Ok. Europe, plus intéressant. Find Match. Et bah bingo. World War Free. China, Russia. Donc si on se prend la Chine dans la Russie dans la tronche. Blackout, vous voyez, j'avais laissé Blackout tout à l'heure. Blackout, ok. Voilà. Et bien écoutez, j'ai presque terminé. Ce que je vous propose juste, une dernière chose. On va regarder juste un article. Si je le retrouve. Ouais. Attendez. Dommage, je retrouve plus l'article. J'avais quelque chose d'intéressant à vous montrer, mais c'est pas grave. Alors, il y a déjà le 47. On avait vu le 47. Je voulais juste vous montrer ça sur France Gouv. C'est un article, il y a eu un décret, on a vu le 47, hein, que le 47 est hyper important, et là regardez, décret 47 du 16 janvier 47. Et en fait, c'est tout simplement de rendre obligatoire toutes les classifications et toutes les statistiques officielles des entreprises et des établissements. C'est-à-dire en fait, c'est, alors comme vous le savez, c'est qu'en fait, tout simplement privatiser et de pouvoir avoir un contrôle sur toutes les entreprises et les établissements. Et c'est à partir de là qu'ils ont vraiment tout simplement eu on va dire un gros monopole et du contrôle en fait des êtres humains et des entreprises. Et ça a été fait, je crois, par je crois que c'est Mandel, je pense qu'il s'appelle Ricard Mandel, quelque chose comme ça. Non, Georges Mandel, pardon. Et regardez. Non, c'est pas Georges Mandel, puisqu'il est assassiné en 1944. Par contre, je voulais vous montrer ça, Georges Mandel, parce qu'il y a un lien aussi de son vrai nom. Il a quand même été Premier ministre. Hein, de son vrai nom, Louis Rothschild. Vous voyez, tous ces gens-là, ce que je vous ai expliqué déjà, c'est qu'ils prennent d'autres noms, en fait. Et c'est les Khazars. En fait, ils prennent d'autres noms. Vous voyez, et ça, c'est quelqu'un qui a été quand même Premier ministre en France. Et d'ailleurs, quand il a eu un entretien avec Charles de Gaulle, et Charles de Gaulle a complètement changé d'opinion après son entretien. 3-4 jours après, il y a eu l'appel. Et donc, c'est quand même assez étrange. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté. Et maintenant, on va terminer par Trump. Qui en fait ça date du 28 avril, le président Donald Trump s'est vanté qu'il dirige le monde et ayant beaucoup de fun dans son 2e mandat. Il se cache pas, il s'en cache pas, voilà. Et après je vous parle de ça parce qu'il y a
c'est comme je vous ai dit, tout est programmé, c'est ésotérique et tout est programmé. Je vais vous montrer ça. Pour une fois, j'ai utilisé, pour pas me prendre la tête, pour que ça soit plus rapide, même si moi je fais beaucoup de recherches par moi-même, c'est intéressant d'utiliser même ChatGPT pour certaines choses parce qu'ils peuvent vous faire des choses assez rapidement. Et regardez, j'ai demandé quelle est l'origine du mot Donald Trump. Et le nom Donald Trump est composé d'un prénom d'origine gaélique et d'un nom de famille d'origine allemande. Gaélique écossais. Donc vous voyez déjà par rapport au rituel écossais, et vient du nom Don Owl, qui signifie chef du monde. Est-ce qu'on peut l'inventer ça? Ou souverain du monde. Donc, et il vous le dit, hein, dans l'article d'avant, il vous le dit. Donc est-ce que pouvoir règle monde? Donc c'est un prénom courant en Écosse et dans les pays anglo-saxons. Et là il vous met Trump, origine allemande, le nom de famille Trump est anglicisé, il provient du nom allemand Drumpf ou Trumpf, parfois lié à un métier ou un surnom. Et regardez bien ce qui est marqué, signification possible en allemand, Trumpf peut signifier atout. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un jeu de cartes Illuminati, vous avez la carte Trump qui est un atout en fait. Il pourrait aussi dériver des mots liés à la fabrication de tambours ou d'instruments avant, Trump. Et je ne sais pas si vous connaissez dans l'Apocalypse les sept trompettes. Donc vous voyez bien, tout est complètement connecté. Et là, il me dit, souhaites-tu une analyse symbolique ou ésotérique du nom de Donald Trump? Alors, par exemple, en gématrie. Donc, moi, je vous conseille de ne pas utiliser que ChatGPT parce qu'en fait, ça ne vous fait pas bosser. Mais quand vous maîtrisez un peu, des fois, ça peut être intéressant parce qu'il vous fait les choses assez rapidement. Moi, je préfère chercher par moi-même, mais c'est quand même assez intéressant. Et donc, je lui ai dit oui. Et voici une analyse symbolique et ésotérique du nom Donald Trump. Alors, vous avez le 50. Je vous rappelle qu'on est l'année du serpent. Serpent, c'est 50. 88, on en a déjà parlé, le 8-8 qui est l'infini, on a aussi le 8-8 qui a un rapport avec le pape qui est mort à 88 ans, pour voyager dans le temps, regardez Retour vers le futur, c'est 88 miles, enfin il y a tellement de connexions, et là vous voyez 50 plus 88 est égal à 138, moi ma gématrie c'est 138. On a aussi, si vous faites le total, ça c'est pour le chemin de vie, il est à un 3, et le 3 est symboliquement lié à la communication, l'expression et le verbe. Fait intéressant, Trump égale 88, un nombre chargé de symbolisme. En néonazisme, codé 88 est souvent utilisé pour Heil Hitler. Cela a alimenté certaines théories du complot sur son lien avec l'extrême droite. En numérique, 88 évoque l'infini. Alors je ne sais pas si vous connaissez, comme l'ADN, là vous savez, l'espèce de sigle infini. Voilà. Et là après on peut aller un peu plus loin, si vous allez dans la Kabbale en fait, si vous allez dans la Kabbale, on va regarder ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT peut vous faire aussi les analyses sur la Kabbale. Et là, bon, bien sûr, c'est l'hébreu, mais c'est assez intéressant parce que là, on trouve 424, un nombre hautement symbolique. En hébreu, Machia ben David signifie Messie, fils de David, et ça correspond à 424. Cela fait naître une interprétation provocante chez certains cercles ésotériques. Donald Trump serait un agent messianique, instrument du destin divin, pas forcément dans les sens sauveur classique, mais comme catalyseur apocalyptique ou réparateur du chaos. En 484, un lien avec le jugement. Donc c'est sûr que là, il va y avoir des choses que de toute façon, on voit bien qu'il y a des changements complets et qu'il y en a qui vont prendre cher. Il y a carrément un changement. On pivote. C'est tout simplement order and chaos, et vous avez eu le chaos, et là vous allez avoir l'ordre, mais pour avoir l'ordre, il y a des dégâts. Ça se passe pas comme ça. Voilà, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, attention, jusqu'au 7 mai, ça peut être un petit peu dangerous, mais je pense qu'après on sera reparti pour, je pense, continuer à monter en crypto-monnaie. Moi je vois un mois de juillet très intéressant, même un mois de juin sympathique, et un mois de juillet vraiment à mon avis très intéressant. J'ai terminé, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, à très bientôt, ciao.